À tous, merci d'être présents à ce webinaire organisé par l'IFV en collaboration avec l'Institut Agro. Nous allons parler cet après-midi d'un projet innovant de cartographie du rendement à la parcelle qui s'appuie sur finalement des technologies assez simples et innovantes de boîtiers GNSS installés sur les machines à manger et sur les bennes. Je ne vais pas vous faire le détail de la présentation, mais par contre, l'équipe de l'Institut Agro donc présente avec nous. Donc, nous avons Thomas Cresté, Jean-Philippe Gras et Bruno Tisser qui nous font le plaisir d'être là, qui vont vous détailler donc ce projet de sa conception à sa réalisation. On vous montrera donc des cartes obtenues sur le domaine du chapitre. Et donc, en complément, réalisé également sur le domaine de Vinopol à Gaillac, à l'IFV. Donc, on a à peu près 40 minutes de présentation de leur part. Pendant cette présentation, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On va les regarder, les synthétiser et on pourra y répondre après la présentation. Donc, juste après, peut-être que Bastien Gaillardon, donc il représente ici les vignobles Gérard Bertrand et puis nous faire part de son témoignage et de son intérêt en la matière. Voilà, l'équipe de l'Institut Agro. Thomas, peut-être, je te laisse la parole pour démarrer. Merci Christophe, bonjour à tous. On est très content de faire ce webinaire qui vient en fait clore un an d'un projet qu'on a mené avec le Vinopol sur 2 domaines. Donc, le projet qu'on a intitulé Sélective pour cartographie en ligne et low cost du rendement et de la qualité en pisciculture. Donc, c'est un webinaire, un projet qui a été financé par l'Institut Carnot, de projet Plante Pro, et qui a été porté avec l'IFV. Il y a ton micro, peut-être Christophe, qui est encore ouvert. Oui, le micro. Voilà, donc on va vous présenter l'approche et puis quelques résultats. C'est le résultat d'un an de travail qu'on a mené en collaboration avec l'équipe ici présente. Donc l'approche du projet, elle est partie d'un contexte assez simple, qui est que lors des vendanges, en fait, on a un certain nombre d'informations quand les bennes arrivent au quai de réception qui sont collectées, que ce soit sur des pesées de l'acidité, de l'azote, et qui sont utilisées pour les processus de vinification ou pour des processus réglementaires ou autres, mais difficile à finalement renvoyer à la parcelle pour l'apport et l'intégration dans les décisions agronomiques par la suite. Et donc, l'idée du projet sélectif, c'est de répondre un petit peu à ça. Donc, c'est une approche très agronomique et technique, vous allez voir. Elle est née finalement d'outils qu'on utilise sur le MAS numérique, qui est le domaine qui est hébergé sur le domaine du chapitre de l'Institut Agro à Villeneuve-les-Maguelones, où on utilise depuis 2018 des boîtiers de tracking de l'entreprise SAM6, par curiosité d'abord, et puis ensuite, ça a généré finalement ensuite l'idée du projet sélectif. C'est des boîtiers, on y reviendra, qui sont autonomes. C'est des petits boîtiers blancs comme ça, avec des systèmes aimantés, des batteries, un récepteur GNSS, et qui permettent de renvoyer et de tracer des itinéraires de machines en tout genre. Le troisième point, c'est en parallèle le développement et la démocratisation de la géolocalisation de plus en plus précise sur le territoire, avec différents types de puces GNSS, GPS qui se développent. Et en particulier le développement d'un réseau qui est à l'initiative de l'INRAE, qui s'appelle le réseau Centipède RTK, qui est un réseau collaboratif qui permet à tout un chacun, et particulièrement des agriculteurs notamment, d'installer des bases de référence pour mettre à disposition et fournir une correction centimétrique dans un rayon de 50 km autour d'une base. Donc ça c'est un plafond de verre qui saute dans l'accès à la correction centimétrique RTK, et on en a installé une sur le MAS numérique en 2021. Donc ça a été un des paramètres aussi qui a orienté le choix et le développement dans le cadre du projet sélectif. Voilà, donc finalement, si on doit résumer l'approche, l'approche de l'approche sélective, c'est de cartographier de manière peu intrusive et assez précise les données collectées en cave lors des vendanges, que ce soit le rendement, le sucre, l'azote, les cépages ou toute autre information, la qualité sanitaire
qu'on voudrait observer sur les bennes. Comment, à l'aide de boîtiers GNSS qu'on installe sur les machines à vendanger et sur les bennes, pour cartographier à l'échelle de la benne, finalement, ces informations observées au quai. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est une preuve de concept sur la campagne 2022 qui a été réalisée sur 2 domaines viticoles. Le domaine du chapitre, lieu du masse numérique qui est situé à Villeneuve-les-Maglones de l'Institut Agro Montpellier, et le Vinopole de l'IFV à Gaillac. Petite latence. On va y arriver. Voilà. Donc voilà, pour repréciser vraiment l'approche technique et pratique aussi de Selective, c'est de partir des observations qui sont à la cave. Donc par exemple les tickets de pesée. Donc là on a ici un exemple d'un ticket de pesée du domaine du chapitre sur lesquels on a une date, une heure et puis un certain nombre d'informations ici des kilos et des degrés et même des cépages qui ont été rajoutés à la main. Et l'idée de l'approche, c'est de développer un algorithme, ce qu'a fait Jean-Philippe, qu'on va vous présenter, qui permet de raccrocher finalement via l'heure le ticket le ticket de pesée à la benne qui était à cet endroit-là sur le quai de pesée, pour ensuite renvoyer l'information du ticket à l'endroit d'où vient le raisin provenant de cette benne, contenu dans cette benne. Voilà, donc c'est un système d'appariement à la fois dans l'espace et dans le temps pour renvoyer les informations au niveau des parcelles. Encore une fois, notre approche et l'intérêt qu'on y voit, on y reviendra à la fin, c'est vraiment un enjeu et des approches agronomiques et techniques sur cette méthode. Donc, le matériel utilisé, c'était les boîtiers de tracking. Donc, on est resté sur les boîtiers qu'on avait. On a pris la version, privilégié la version RTK, donc la version plutôt centimétrique, qui ont la particularité de fournir des positionnements à quelques centimètres près, que ce soit des bennes, des tracteurs qui tirent les bennes et des machines à vendanger. Ils ont une autonomie d'une quinzaine de jours sans branchement, ce qui nous a amené à les brancher, on y reviendra, pour pouvoir couvrir l'ensemble des vendanges sans désinstaller ou en limitant les désinstallations sur des boîtiers. Et donc, voilà, qui sont installés sur les différentes machines impliquées dans le processus de vendange. Les 2 domaines impliqués dans le projet, c'est donc, on vous a mis quelques caractéristiques, ça reste des domaines entre 14 et 30 hectares. À chaque fois, c'est une machine à vendanger, entre 2 et 3 bennes, et puis des configurations un peu différentes avec un domaine du chapitre à gauche, où il y avait une partie du raisin qui était amenée au domaine, et puis l'autre partie amenée en cave coopérative. Et puis l'autre domaine, une configuration 100% coopérateur, mais qui est livrée dans 2 caves différentes. Donc on a essayé, c'était un peu l'objectif avec, en impliquant 2 domaines, de pouvoir voir différentes configurations et différentes organisations pour rendre l'algorithme et l'approche la plus robuste possible. Quelques prérequis sur l'approche telle qu'on l'a développée. Donc ça requiert l'équipement de récepteurs sur les machines à vendanger et les bennes. Ça requiert de géolocaliser les différents quais de réception. Donc dans le cas du domaine du chapitre, on a juste pointé 2 endroits, le quai du domaine et puis le quai de la cave coopérative. De fournir à l'algorithme un parcellaire, un type France Agrimaire, on va vous mettre une illustration juste après, donc assez précis et renseigné avec d'autres informations qui peuvent être utiles pour valoriser au mieux l'approche. Et puis renseigner finalement le tableau de données qui sont en fait juste la traduction des tickets que peut fournir une cave coopérative, les dates, les heures, le tonnage et puis d'autres informations qui sont annexes mais qui peuvent être valorisées aussi. Donc le parcellaire, c'est un point d'entrée important, c'est pour ça qu'on insiste dessus. Il faut un détourage assez précis et puis d'autres informations qui peuvent permettre d'aller plus loin dans la valorisation de l'algorithme. Donc on va vous présenter quelques données concrètes de cette année. Donc la preuve de concept s'est fait du coup sur la période de vendange de 2022 sur 2 domaines. Donc le domaine du chapitre à gauche ici et le Vinopole à Gaillac à droite. Donc le domaine du chapitre, c'est un domaine qui se situe dans l'Hérault, à côté de Montpellier, et le Vinopole, c'est à Gaillac dans le Tarn. Donc ce que vous voyez sur ces 2 cartes, ce sont l'ensemble de toutes les trajectoires des machines
recueillis par les capteurs GPS ou GNSS durant le chantier de vendange 2022. Donc là, ce que vous avez en jaune, c'est à gauche, c'est les trajets de la machine à vendanger au domaine du chapitre. Et après, vous avez d'autres couleurs qui correspondent aux trajectoires d'ébène. Voilà, on les voit un peu moins. Et à droite, en vert, vous avez les trajets de la machine à vendanger. Et en bleu et rouge, c'est les trajets d'ébène qui sont allés récupérer le raisin pendant tout le chantier. Alors, au chapitre, on a eu 17 jours de vendange. Pour vous donner une idée un peu, 17 jours de vendange, 208 tonnes de raisins récoltés. Et l'ébène était en moyenne, faisait en moyenne 2400 kg, avait une masse de 2400 kg. Et au Vinopole à Gaillac, on a eu 10 jours de vendange, 105 tonnes de raisins récoltés et des plus grosses ébènes qui faisaient en moyenne 5300 kg. Voilà. Donc, ce qu'on a pu noter, c'est que les capteurs qu'on a utilisés ont été robustes et il n'y a pas eu de trous sur toute la période de vendange. Toutes les données ont pu être bien récupérées. Alors, les données, vous voyez, c'est les données mesurées, récoltées, ce sont des trajectoires qui ont une précision, qui utilisent la technologie RTK, et on voit qu'on distingue très bien les rangs. Hein. Voilà, ça c'est les trajets de la machine à vendanger. Et on a aussi en rouge là le trajet d'une benne qui là on a une parcelle en particulier et on voit en rouge la benne qui par moment est allée récupérer le raisin et puis après le ramène par cette route. Les données ont été suffisamment robustes et précises pour qu'on puisse détecter des moments où la benne et la machine à vendanger étaient proches et on a assimilé ça à un remplissage de la benne par la machine à vendanger. Voilà. Une autre entrée importante pour l'algorithme, c'était de pouvoir associer au pesé, une benne. Donc là, on voit par exemple les 2 quais de pesée qui ont été utilisés pendant la période des vendanges au domaine du chapitre. À gauche, vous avez le quai de réception de la cave et à droite, le quai de réception du raisin au domaine du chapitre. Et ce qu'on a pu faire avec les données qu'on a eues, on a pu appareiller un ticket à une benne. Voilà, alors le principe, c'est à la date du ticket, on regarde quelle benne était la plus proche du lieu de pesée. Voilà. Et tout ça nous a permis, dans un second temps, de pouvoir associer à une trajectoire de la machine à vendanger un remplissage d'une benne qui est parti ensuite se faire peser. Donc là, vous voyez sur la courbe de gauche, sur la figure de gauche, vous voyez l'ensemble des trajectoires de la machine à vendanger, mais avec des couleurs différentes. Et chaque couleur correspond au remplissage d'une benne. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'algorithme a permis dans un premier temps. Il a permis d'associer à une trajectoire de la machine le remplissage d'une benne qui est ensuite partie se faire peser. Alors, si on veut ensuite pouvoir déterminer le rendement, il a fallu traduire cette trajectoire en une valeur de surface. Donc là, par exemple, on a cette trajectoire qui était en bleu clair, là. On voit qu'elle a une surface qui est à peu près égale à 0,4 hectares. Et ainsi de suite, chaque trajectoire représentée par une couleur, on a pu lui associer une surface. Et ouais, on peut switcher. Hein encore. Et ce qui nous a permis ensuite de pouvoir cartographier différentes données, donc le rendement par souche, le degré, le taux d'azote assimilable et les cépages. Donc là, vous voyez là, donc ce qu'on a fait, c'est que pour chaque trajectoire de la machine à vendanger représentée par une certaine couleur, on pouvait lui associer une masse de raisin, on pouvait lui associer aussi une surface, et donc ensuite on peut calculer le rendement. Et là, vous avez les rendements répartis en 4 différentes classes sur les 2 domaines. Donc vous voyez,
Donc là, en rouge, c'est des mauvais rendements, et en bleu, des rendements meilleurs, élevés, des rendements élevés. Voilà. Et donc, vous voyez les rendements pour les deux différents domaines. On a pu, l'algorithme a permis de générer les cartes de rendement pour les deux domaines sans problème, de façon automatique. Donc ça, c'est un premier rendu. On a aussi des rendus de type dynamique parmi les sorties de l'algorithme. Donc c'est ce genre de rendu, c'est des cartes au format HTML. Donc là, on a la carte du rendement que je vous ai présentée juste avant sur le domaine du chapitre. Vous voyez, on peut dézoomer, on peut regarder. Là, on a tout le domaine. Et ensuite, on peut zoomer et aller regarder, par exemple, une parcelle qui nous intéresse. Et regarder, par exemple, alors là, en bleu, ce qui s'affiche, c'est la zone vendangée par la machine pour remplir une benne. Et est associée à cette zone toutes les données que l'on a pu mesurer en cave. Donc, sur la carte, là, on a le rendement. Mais si on regarde dans la petite fenêtre de dialogue qui vient de s'ouvrir, on a un inventaire de toutes les données qu'on a pu mesurer en cave. Donc là, on a le degré, on a l'indice Malik, on a l'azote assimilable. En fait, tout ce qu'on a pu mesurer en cave peut se reporter à la parcelle. Voilà. Donc, on voit, par exemple, voilà, les différents rendements, on se déplace et on voit toutes les surfaces qui ont correspondu au remplissage d'une benne. Oui. Donc ça, c'est un des rendus de l'approche sélective. Ça synthétise vraiment toutes les données qu'on a pu mesurer en cave sur une carte. Voilà. Donc ça, c'est les cartes dynamiques. On peut aussi, parmi les perspectives, alors il y a des systèmes de cartographie des manquants qui se développent. Nous, au domaine du chapitre, on les a mesurés, tous les pieds manquants ou improductifs, on va dire, morts et manquants. Et par exemple, si on génère une carte de tous les pieds manquants, qu'on associe à la carte de rendement, eh bien, on peut transformer notre carte de rendement par surface en une carte de rendement par souche. Donc, vous voyez à gauche, là, vous avez la carte de rendement en tonnes par hectare. Et là, vous avez la carte de rendement par souche en kilogrammes par pied. Et on peut, de cette manière, avoir des données peut-être plus utiles d'un point de vue agronomique quand on parle du rendement par pied. Vous voyez, par exemple, des zones qui avaient un bon rendement, plutôt bon rendement en tonnes par hectare. Là, par exemple, cette parcelle ici, qui était en jaune-vert, quoi, qui devient un peu plus mauvaise quand on la met en rendement par pied. Donc ça nous donne des données supplémentaires pour comprendre notre parcelle. Là, de la même façon, on avait une parcelle qui était plutôt mauvaise en rendement par surface, qui devient un peu mieux en rendement en kilogrammes par pied. Voilà. Donc là, ce sont des choses qui peuvent nous aider à prendre des décisions, sorte de décision. On a aussi la cartographie du degré. Alors, comme on peut tout cartographier, en fait, tout ce qui a été mesuré à la cave peut se retrouver à la parcelle. Donc là, voilà, c'est le degré. Hein. On peut aussi avoir l'azote assimilable s'il a été relevé. Alors là, par exemple, dans le cadre de cette étude, nous avons prélevé du mou à l'arrivée des bennes et on a fait des analyses de mou. Et on a donc pu mesurer l'azote assimilable pour les parcelles qui sont allées se faire peser au domaine du chapitre. Donc c'est pour ça que vous voyez des petits trous là. Donc voilà, donc ça, tout ce qui est mesuré en cave se retrouve à la parcelle. Donc là, par exemple, l'azote assimilable, etc. Le cépage, s'il est marqué sur les tickets, on peut le cartographier aussi, etc., etc. Voilà, donc c'est vraiment une approche qui permet, à partir de données mesurées en cave, avec des capteurs fiables, de reporter ce qui a été mesuré en cave sur le terrain, de façon intraparcellaire, à l'échelle d'une benne.
Voilà. Alors, les retours d'expérience sur cette campagne 2022, donc on va vous les partager. Hein. Donc, ce qui est vraiment important pour la réussite de cette méthode, c'est d'avoir un parcellaire précis, parce qu'il faut savoir quand est-ce que la machine est en train de vendanger. Et pour l'instant, on ne le sait que via le parcellaire. Donc, il y a la nécessité d'avoir un parcellaire précis. Il faut anticiper l'installation des boîtiers avant les vendanges. Donc, il faut équiper tout le parc matériel avec les boîtiers. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose qui est rapide. Mais alors, c'est des systèmes magnétiques, hein, les capteurs qu'on a utilisés. Donc, voilà, mais il faut le faire. Hein. Et aussi prévoir tout ce qui est autour de l'autonomie des capteurs. Donc, c'est-à-dire ou prévoir le branchement via des prises qui sont dans le tracteur, ou surveiller l'état de charge des capteurs pendant la récolte, sachant que nous, les capteurs qu'on a utilisés, ils avaient à peu près 15 jours d'autonomie. Donc, il fallait surveiller quand même, puisque la période de vendange a duré à peu près un mois. Donc, il y a eu un chargement nécessaire dans le chantier. Pour ce qui est du matériel, il y a quelque chose qui est très important dans la méthode présentée, c'est d'avoir un ticket de pesée avec une heure précise. Donc, il faut que l'heure qui soit marquée sur le ticket de pesée corresponde au moment de la pesée. Donc, c'est le cas dans la plupart de la plupart des machines de pesée. Hein. Mais voilà, il faut que ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour la méthode. Il faut que l'heure sur le ticket corresponde au moment de la pesée et que la précision soit bonne, de l'ordre de la minute. On aimerait plus tard aussi tester des boîtiers, peut-être de nouveaux boîtiers les boîtiers utilisés, la RTK ont besoin du réseau 4G ou 3G. Il existe des boîtiers qui n'ont pas besoin de ça et qui aussi ont une meilleure autonomie, donc on aimerait tester ça dans le futur. Voilà. Je vais laisser la parole à Thomas pour les conclusions. Bon, quelques mots à souligner hein, pour revenir sur ce qu'a présenté Jean-Philippe. Ce qui nous a motivés dans le travail sur cette approche-là, c'est que c'est une approche qui est facilement intégrable a priori hein, sur un domaine. On l'a expérimenté du coup sur 2 domaines. Parce qu'on ne modifie pas les pratiques, on ne modifie pas l'organisation, on vient juste capitaliser sur des choses qui sont déjà opérées, mis à part le petit surcoût d'énergie pour installer les boîtiers au début de la campagne. On n'a pas besoin de renouveler spécifiquement le matériel de vendange pour intégrer de nouveaux outils ou de nouveaux capteurs embarqués. Le fait qu'on vient aussi centraliser et capitaliser sur des objets, des capteurs, donc les quêtes pesées ou les capteurs qui viennent, les réfractos qui peuvent venir mesurer le degré aux quais de réception, du coup qui sont de fait toujours entretenus, maintenus, parce que c'est dans le fonctionnement d'une cave coopérative par exemple, et du coup on sait que ça marche parce que c'est impératif dans le fonctionnement de la structure, donc voilà, c'est une approche qui est plutôt robuste de ce point de vue-là. Et puis, son approche un peu systémique ou agnostique, c'est-à-dire qu'on peut a priori tout cartographier sur le domaine. Je pense souligner un point, c'est qu'on a mis l'accent sur les livrables cartographiques pour se rendre compte de ce que ça permet. Mais bien sûr que toute information qui est ici cartographiée, à partir du moment où on a un parcellaire qui est un objet, une parcelle, eh bien on peut rendre compte et mettre en forme l'information sous forme d'un tableau Excel, par exemple. C'est quelque chose qui est complètement envisageable, moyennant quelques choix qu'il faudrait faire pour finalement une parcelle qui est remangée en 2 bennes. Il y a des questions qui peuvent se poser hein, sur comment on moyenne ça. Alors sur le tonnage, c'est assez facile, mais sur d'autres indices du rendement par souche ou autre, bon, peut-être qu'il y a des discussions à avoir. Mais grosso modo, il faut se dire qu'une approche qui est ici cartographique, qui est présentée sous une forme cartographique, peut très bien se décliner sous une forme tabulaire d'un tableau qui, dans certaines organisations, dans certains cas, est peut-être plus facile à gérer qu'une approche cartographique. Voilà, une limite peut-être de l'approche, c'est que forcément, on cartographie dans le sens des rangs. Donc, toute observation, elle est cartographiée dans le sens des rangs. Donc,
une variabilité de rendement, de qualité ou autre qui serait dans le sens du rang, elle est lissée parce que forcément on vient voilà, l'unité de représentation, c'est celui de la benne. Donc ça, c'est une limite de l'approche. Et puis la deuxième, c'est bon, le grain spatial de l'approche qui reste toujours celui d'une benne. Alors finalement, celui de la benne, ça va dépendre de la taille des bennes et puis du rendement à l'hectare, hein, grosso modo. Mais là, une représentation de la taille moyenne des surfaces sur lesquelles on a l'unité, enfin les informations autour de 0,2 hectares. Donc ça, c'est la finesse spatiale finalement de l'approche qui est permise et qui est inhérente à l'organisation des domaines sur lesquels on a travaillé, forcément. Voilà, ça c'est une limite, je pense que Bastien, pour en avoir discuté avec lui, en mentionnera d'autres. Voilà, après d'un point de vue agronomique, hein, l'intérêt qu'on voit ça, hein, c'est que c'est une approche, comme disait Jean-Philippe, qui est rapide, facile et quasi automatique. Donc c'est-à-dire que ça ne rajoute pas trop de travail, hein, il y a juste à rentrer ce tableau de données et sa cartographie et ça vient consolider ces informations-là. Ça permet du coup de mieux caractériser le millésime et des itinéraires techniques, parce que si on renseigne pour chaque parcelle certaines informations, que ce soit d'amendement ou de taille ou d'irrigation, on va pouvoir le recroiser avec les données qu'on collecte à la vendange. Et puis, du coup, en prévisionnel, d'ajuster éventuellement certaines informations, voilà, et d'être dans un cycle d'itératif, hein, avec la capacité facile d'acquérir l'information et le résultat finalement d'une campagne de production et du coup d'ajuster d'année en année. Une autre piste, hein, qui est peut-être plus anecdotique, mais on sait l'enjeu des estimations de rendement. Et c'est aussi une manière d'avoir finalement le rendement vrai à la fin sur les parcelles éventuellement de référence qui peuvent servir à faire d'estimation de rendement pour des campagnes et du coup d'année en année de collecter automatiquement la donnée vraie sur l'emprise spatiale où sont faites les estimations de rendement et peut-être de cette manière d'améliorer les pratiques et les estimations qui sont faites en anticipation des vendanges. Voilà un petit peu les éléments qu'on voulait vous présenter. Et du coup, je vous remercie Bastien, hein, Bastien Garardon qui est là aujourd'hui, qui a suivi un peu l'approche et peut-être te laisser la parole pour apporter quelques éléments complémentaires ou voilà, ton ressenti sur l'approche. Ok, merci Thomas. Donc bonjour à tous. Donc je me présente rapidement. Bastien Garardon, je suis le responsable recherche et développement du groupe Gérard Bertrand. Donc Gérard Bertrand, on est un groupe viticole basé à Narbonne. Et donc dans mon équipe, on s'occupe de la gestion des domaines. Donc on a 17 domaines, ça fait à peu près 1000 hectares en tout. Et donc c'est des domaines qui vont de 40 à 100 hectares le domaine. C'était pour situer un petit peu mon témoignage. Donc nous, on est en lien avec l'Institut Agro puisque on participe au comité filière du MAS numérique depuis sa création. Et donc j'ai suivi ces cartographies. Donc c'est vrai que nous, on est très intéressés par le développement des outils cartographiques. On se rend compte que c'est quand même une des difficultés qu'on a aujourd'hui dans notre travail, dans la mise en œuvre aussi des nouvelles technologies, parce qu'on va ramener beaucoup de données, beaucoup d'analyses, beaucoup d'informations dans notre base de données. Nous, on travaille avec la base de données de traçabilité Agreo de chez SMAG. Mais par contre, comment faire des restitutions ensuite aux équipes, comment mobiliser ces données pour prendre des décisions, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans des réunions. C'est là qu'il y a la difficulté et c'est là qu'on pense que la cartographie peut nous aider énormément. Pour vous dire, même la cartographie du rendement aujourd'hui, pour être honnête, nous, c'est quelque chose qu'on fait pas encore. Voilà. Enfin, on pourrait le faire, il y a toujours moyen de le faire, mais on le fait pas encore. Et ce qu'on voit de très intéressant dans ce type de projet, c'est la dimension automatique, en fait, de la cartographie. C'est l'idée de dire que je mets en place une stratégie et à partir de là, j'arrive ensuite à la cartographie avec un minimum de travail. Donc, pour moi, la cartographie, bon, déjà du rendement, je pense qu'elle pourrait nous aider sur le pilotage des actions de restructuration. Comme ça a été souligné, bien identifié. Alors, les parcelles les moins productives, ça, entre guillemets, on les connaît. Mais ramener au CEP, ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une information supplémentaire qu'on a quand même assez rarement. Le fait d'avoir des cartographies automatiques, ça nous permet aussi de les archiver et de pouvoir visualiser très rapidement des évolutions, d'avoir des historiques. En fait, ça, c'est quand même assez difficile à mobiliser avec les outils actuels. La performance agronomique, bon, des parcelles, on en a parlé. Et c'est vrai que le lien avec les autres analyses, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est super intéressant.
Et c'est en même temps une des limites, puisque nous, dans notre pratique, on ne fait pas d'analyse à la benne. Mais c'est sûr que pour ceux qui en font, je pense que c'est un vrai plus. Alors, c'est que nous, dans nos pratiques, donc nous, sur les domaines Garavatran, on a des itinéraires techniques en direction des vins premium sur la plupart des domaines. Et du coup, on fait 85-90% de vendange manuelle. Donc ça, je pense que c'est aussi une différence avec l'approche qui a été présentée. Mais on fait aussi la vendange mécanique et c'est sûr que la vendange mécanique est quand même largement dominante dans le vignoble, donc c'est totalement normal de commencer par là. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, mais en tout cas, cette approche automatique, cette capacité d'utiliser des boîtiers qui vont suivre les parcours des bennes. Et en plus, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais aussi aujourd'hui, l'automatisation des suivis, ça a plein d'autres possibilités comme la collecte d'informations, de traçabilité, avec d'autres outils sur la saisie des interventions et la facilitation de la traçabilité. Donc, moi, je pense quand même qu'il faut qu'on aille vers cette automatisation. Voilà ce que je voulais dire. Bien, merci pour ce témoignage. Je peux rajouter un mot de témoignage aussi, puisque l'IFV au Vinopole Sud-Ouest, on a joué le jeu un petit peu d'être les utilisateurs finaux, des bêta-testeurs en fait de la solution. Et c'est vrai qu'en termes d'installation et de suivi, c'est extrêmement simple, puisque une fois qu'on a équipé les machines, on les oublie, les capteurs. Il faut juste faire attention, effectivement, comme ça a été mentionné, à ce qu'ils soient tout le temps chargés. Donc ça, on peut contrôler sur une interface en 2 secondes quel est le niveau de charge de chacun des capteurs. On n'a pas besoin d'aller les voir individuellement. Comme ils sont géolocalisés, on sait où ils sont. On sait où sont les bennes, on sait où sont les machines. Donc on peut avoir une vision très rapide de ça. Et puis après, justement, c'est la valeur ajoutée du travail de Jean-Philippe, d'avoir un algorithme qui automatise la collecte des données et le traitement des données pour connaître les rapprochements bennes-machines et savoir d'où vient chaque kilo de raisin, ou presque, à l'échelle de la benne. Mais donc voilà, nous on s'y retrouve en fait, puisqu'on retrouve un petit peu ce qu'on pressentait, mais c'est mis en forme, c'est objectif, et ça permet de prendre des décisions sur l'avenir des parcelles en fonction justement de nos observations et de l'historique qu'on peut archiver. Voilà pour mon petit retour d'expérience. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Régis? Oui, Christophe, il y a des questions. Donc, la première question est, si la vendange d'une parcelle a été faite de manière fractionnée, peut-on avoir l'information à l'échelle intraparcellaire ou l'info est-elle forcément ramenée à l'échelle de la parcelle? Alors, s'il a été fractionné dans le temps, c'est-à-dire qu'on est venu un jour, puis après on est revenu 3 jours après à finir, on pourra avoir la donnée. En fait, cette méthode, elle est plutôt utile. C'est une image à la fin du chantier de vendange. Donc, en gros, c'est l'image de votre domaine à la fin du chantier de vendange. Donc, quand tout a été vendangé, on peut lancer l'algo et il crée les cartes de rendement sur toutes les parcelles. Donc, le fractionnement ne va pas poser de problème si c'est un fractionnement dans le temps, vu que c'est quelque chose qui se fait à la fin du chantier de vendange. On peut aussi calculer des rendements au jour le jour, mais bon, pour l'instant, on n'y a pas trouvé forcément une application précise, mais c'est possible. À ce moment-là, on aura le rendement de la partie vendangée, de la petite partie vendangée, même si c'est pas la parcelle entière qui a été vendangée. Voilà. Mais oui, enfin, je me permets de rebondir sur la question, mais on pourrait même imaginer forcer le fractionnement. C'est-à-dire si on avait une expérimentation sur une parcelle avec un essai d'azote, d'enherbement ou autre, ben on pourrait forcer finalement la vendange et la peser sur une partie ou des parties de la parcelle pour retrouver en fait la cartographie en fonction de l'expérimentation qui a été faite. Donc là, dans ce sens-là, ça marcherait tout à fait. On pourrait même le forcer,
fractionnement. Oui, il ne pose pas de problème en soi pour l'algorithme. Voilà. Il y a une question qui porte plus sur la généralité. Est-ce qu'il y aura une suite donc de ce projet et les travaux, est-ce qu'ils seront donc reconduits et quelles sont les perspectives? Effectivement, aujourd'hui là, on arrive à l'issue d'un an de financement du projet. Donc aujourd'hui, les portes sont ouvertes en fait à la suite que peut prendre ce projet-là, soit par l'intérêt que ça pourrait constituer par un groupement de professionnels ou par une entreprise de service qui voudrait voir ce projet se concrétiser, arriver sur le marché sous une forme ou une autre. Aujourd'hui, on a consolidé avec Jean-Philippe et l'équipe de l'IFV la partie technique de l'approche, avec quelques limites qu'on vous a partagées. Et effectivement, ça reste à la suite aussi. Ces financements Institut Carnot ont pour vocation aussi d'accélérer aussi la mise sur le marché de solutions opérationnelles pour la filière. Et du coup, c'est cet esprit-là, justement, et une des vocations aussi de ce partage-là, c'est de faire connaître l'approche pour, si il présente un intérêt pour, encore une fois, une entreprise de service qui est implantée dans la distribution, dans le conseil, ou d'un groupement de producteurs ou de coopératives qui souhaiteraient qu'il y ait une suite qui soit donnée à ça, on est tout à fait disposé à pouvoir en discuter pour trouver les modalités de reconduite et de poursuite. Voilà. On a pas mal d'idées là-dessus, sur la suite, mais voilà. Oui, on a déjà réfléchi, on laisse pas le projet pour l'instant comme ça. Mais effectivement, et ce qu'on sait également, c'est qu'il y a encore des choses à expérimenter, notamment des modèles plutôt cave coopérative avec plusieurs machines à vendanger, les adhérents pour voir un petit peu aussi la robustesse du système. Donc là, c'est vrai qu'on l'a testé sur 2 vignobles qui sont quand même des vignobles individuels, mais en système coopératif, ça mériterait d'être testé, exploré, tester la robustesse et aussi la faisabilité du déploiement. Alors justement, je rebondis sur une question. Il y a plusieurs questions qui sont posées. Peut-être qu'on peut rebondir sur celle-ci. Comment fait-on le lien entre la mesure à la benne faite au conquet et la surface récoltée, d'autant s'il y a plusieurs bennes? Alors, l'idée, c'est de... on a le micro? Ouais. Oui, c'est bon. L'idée, c'est d'arriver à... Le raisin qui est mesuré à la cave, enfin, la benne qui est mesurée en cave, cette benne, on sait à quel endroit elle a été remplie. Et on sait, du coup, avec l'algorithme, il permet de faire ça, de suivre le raisin de la cave, de remonter le temps, en fait. Et de savoir que la benne, quand elle arrive en cave, de savoir où est-ce qu'elle a été remplie et quelle est la trajectoire parcourue par la machine dans la parcelle pour remplir cette benne. Donc, une fois qu'on a la trajectoire de la machine à vendanger pour remplir la benne, ensuite on utilise des méthodes mathématiques qui permettent d'associer une trajectoire à une surface. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de suivre le chemin de la benne en remontant le temps, en gros, le chemin que le raisin a fait depuis la benne jusqu'à la parcelle. Ouais. Alors, voilà. La personne qui posait cette question repose une autre question et dit: est-ce que ce lien est automatisé ou est-ce qu'il est deviné entre guillemets? Ce lien est automatisé et il se base sur la détection d'événements qui sont des événements de remplissage en parcelle de la benne par les machines. Donc une benne, pour être remplie totalement, elle va se faire remplir 2, 3, 4 fois. Donc ça, on repère ces événements de remplissage. Et ensuite, avec la chronologie, avec les moments où elle se fait peser, on arrive à associer une période de vendange au remplissage d'une benne. Voilà. Et ça se fait de façon automatique. C'est à partir de détection d'événements de remplissage et de pesée. Voilà. Et on utilise la chronologie temporelle pour... Et les événements, ils sont détectés en fait par la proximité entre, par exemple, la benne et la machine à vendanger, ou la benne et le conquet de réception sur une certaine durée. Voilà.
Merci. Une autre question. Quels sont les coûts des boîtiers? Alors là, sur les coûts des boîtiers, on est sur les boîtiers RTK. C'est de l'ordre de 400 € le boîtier. Voilà, sachant que pour information, on a focalisé la présentation sur les boîtiers RTK. On a aussi testé les approches sur des boîtiers avec une précision moindre, qui sont plus aux alentours de 250 €. Et l'approche marche aussi assez bien. Voilà. Avec un peu plus d'imprécision quand même. Voilà. Et voilà, c'est à peu près ça. Donc, grosso modo, pour un domaine où il y a une machine à vendanger et 2 bennes, du coup, on est à de l'ordre de 1200, 1300 € de matériel. Sachant que ça, pour nous, ça fait aussi partie de la réflexion du modèle sélectif à trouver, c'est que quelqu'un qui utiliserait ces boîtiers pour d'autres choses dans l'année, pour faire de la suivi de chantier, pour faire d'autres choses, va valoriser le boîtier, finalement, son investissement pour d'autres choses. Et si c'est une organisation qui ne souhaite uniquement utiliser les boîtiers pour faire de la cartographie sélective, par exemple, il y a des modèles à imaginer de mise à disposition, de location, mais ça, c'est des choses justement qui viennent finalement auxquelles on arrive à la fin du projet, sur lesquelles on commence à se poser des questions, et ça, forcément, c'est à discuter avec des acteurs économiques qui s'y intéresseraient. Sachant que là, sur ces boîtiers, il n'y a pas d'abonnement. On les achète et puis on les a. On peut utiliser les données pendant. Enfin, on peut les utiliser pendant. Il y a un abonnement. Oui, il y a un abonnement, mais ça reste des sommes assez faibles, comme des abonnements d'un téléphone finalement. Parce que ça reste sur les données 2G, 3G, 4G. Voilà. Okay. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Si quelqu'un veut poser une question, il est encore temps. Bon, alors il n'y a pas d'autres questions. Bon, Si, une autre question. Y a-t-il une limite aux parcelles hors réseau? Ouais. Alors, dans l'approche, j'imagine que c'est le réseau, on va dire télécom. Oui. Aujourd'hui, avec le RTK, forcément, quand on arrive hors connexion en zone blanche, voilà, on perd la précision du RTK, mais le récepteur reste comme un récepteur de smartphone, si vous voulez, qui n'a pas la correction centimétrique, mais qui garde une certaine correction. Donc, bon, on n'a pas eu le cas, nous, sur les zones. A priori, on a des précisions qui sont plus ou moins fortes, mais c'est pas le cas de la zone blanche. C'est pour ça qu'on s'intéresserait dans la suite à l'approche du récepteur qu'on appelle bifréquence, qui est un mode de correction de la précision du récepteur GNSS qui n'est pas dépendant du réseau terrestre et qui marche partout, peu importe la couverture réseau. Mais avec une précision moindre. Avec une précision un peu moindre, mais voilà, qui permettrait peut-être de faire le boulot. Qui serait certainement suffisante pour le. Voilà. Alors, une autre question vient de tomber. N'y a-t-il pas de risque d'erreur étant donné que le boîtier ne sait pas si la machine est en travail ou uniquement en déplacement? Oui, alors pour le coup, il peut arriver, par exemple, une erreur possible, c'est par exemple la machine qui a vendangé un rang et qui, par exemple, le jour après, repasse dans ce rang sans le vendanger. Donc ça pourrait être une source d'erreur de l'approche, une limite de l'approche. Mais on a remarqué, en tout cas nous, dans notre cas, sur les 45 hectares en totalité vendangés, ça a dû arriver une fois qu'une machine à vendanger traverse le rang sans vendanger. Donc, bon, c'est quelque chose qui est quand même assez marginal, on va dire. Voilà. Et là, ça permet peut-être, cette question-là, elle permet aussi de revenir sur un point qui a été soulevé, qui est la précision, ou en tout cas la qualité du parcellaire. Parce que c'est un parcellaire ras du végétal, donc c'est bien que dès que la machine à vendanger est sur une tournière ou fait le tour de la parcelle, elle n'est pas considérée comme au travail. Voilà, donc là, effectivement, la qualité du parcellaire est très importante pour éviter en fait toute erreur de ce type.
Écoutez, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Je pense qu'on peut clore ce webinaire. Est-ce que quelqu'un veut faire une conclusion? Est-ce que l'un d'entre vous veut faire une conclusion? On voulait remercier l'IFV pour voilà, avoir organisé ce webinaire, avoir réparti avec nous sur ce projet-là. Et puis, merci aux participants. On est aux financeurs du projet aussi. Et puis, je pense que si dans les personnes qui ont assisté au webinaire, il y en a certaines qui sont intéressées pour avoir plus d'informations, ou même, pourquoi pas, pour continuer sur le projet ou qui marquent une manifestation d'intérêt. En tout cas, nous, ça peut nous aider pour identifier en tout cas les pistes sur la manière dont on peut continuer pour la suite. Donc, sentez-vous libre de nous contacter. Alors, il y a peut-être, je prends une dernière question avant de clore ce webinaire. Je rappelle qu'il sera disponible en replay demain à partir de 12 h sur le site vignevin.com dans l'onglet webinaire. Vous pourrez donc le retrouver en replay. Je pose la dernière question. Combien de temps faut-il attendre après la récolte pour récupérer les données? Alors, pour ce qui est les données, alors les données pour les données GPS, les données en fait les données des capteurs, on peut les récupérer via une API et on peut récupérer ces données sont disponibles tout de suite quasiment, c'est dans l'heure quoi. Dans l'heure on peut récupérer les tracés. Donc à la fin d'une journée de vendange, on peut avoir tous les tracés des machines, les tickets et pouvoir et on peut faire les premières cartes. Donc voilà, on va dire 1 heure après, on peut faire les cartes quoi. 1 heure après la fin du chantier, on peut récupérer les données de géolocalisation, les données mesurées en cave et faire les premières cartes. Voilà. Sachant que la cartographie totale se fait à la fin du chantier de vendange. Et voilà, le dernier jour de vendange, au soir, on peut faire la carte du rendement de tout le vignoble. Voilà. Le facteur limitant, je pense, ce sera l'organisation pour collecter les informations du ticket, quoi. Je pense que ce sera ça l'entrée limitante. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour ce webinaire qui était très dynamique. Une présentation assez courte et instructive, et puis après un bel échange. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation et merci aux intervenants. Merci à Bastien Gaillardon également pour son témoignage. Merci. Bonne journée. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée.